Je crois que l'on va commencer. Il est un petit peu 30. Donc, merci à tout le monde d'être arrivé ce matin, d'être ici ce matin. Merci à M. Stéphane Spick de nous accueillir chez Arch Design dans le très joli showroom. Je suis Catherine Meillarand, le directeur général de la Chambre. Et donc, ce matin, nous allons parler de l'hybridation des usages et qualité de vie au travail. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Chavereau, qui est en fait Workplace Transformation Strategist chez Arch Design. Bonjour. Morgane Mondolfo, avocate en droit social et qui a son propre cabinet. Et puis Olivier Campenon, qui est le président de Lefebvre-Sarrut. Donc, vous connaissez tous sûrement les éditions de Lefebvre-Sarrut, en tout cas les avocats qui sont ici le connaissent. Lefebvre-Dalloz. Et qui était également en fait vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Céline. Merci Catherine. Donc, juste en introduction, Arch Design, c'est une entreprise qui a 40 ans d'expérience et qui accompagne les entreprises dans leur projet de transformation workplace à 360. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de, comme vient de dire Catherine, l'hybridation des usages et de la qualité de vie au travail. Donc, pour commencer, alors, petit souci technique. C'est mieux là. Voilà, donc en fait, en préambule de cette table ronde, je voulais faire le lien avec l'hybridation, le travail hybride qui s'est déployé de manière massive depuis 2 ans, depuis le début de la crise sanitaire en France et dans le monde, et le lien avec la qualité de vie. Et pour cela, j'ai choisi de partager avec vous une définition de la santé mentale de l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, simplement pour attirer votre attention sur le fait que le bien-être au travail, ce n'est pas juste une question de mettre un baby-foot dans un coin des bureaux en se disant que ça fera l'affaire. Loin de là. Voilà. Donc, c'est un enjeu majeur, d'autant plus qu'avec le déploiement des modes de travail hybrides, il y a une notion de qualité de vie qui est en fait inhérente à plusieurs lieux de travail. Vous avez bien évidemment le bureau, vous avez le domicile, mais vous avez également tout ce qu'on appelle les tiers-lieux, espaces de coworking et tout autre lieu qui vous permettent de vous poser et de travailler. Et donc, c'est devenu un enjeu majeur et un levier essentiel pour l'attraction et la rétention des talents. Si on va à la slide suivante, donc en parlant d'attraction et de rétention des talents, un chiffre intéressant à avoir à l'esprit, c'est qu'en 2030, 75% de la population active sera composée de millennials. Donc les millennials, ce sont toutes les générations nées entre 1980 et 2000. Donc, par rapport à ça, il y a certains enjeux, certaines notions qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on repense sa stratégie workplace. Donc, une première conviction qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui, c'est en lien avec la flexibilisation des modes de travail. Le travail, en fait, ce n'est pas un lieu où on se rend, c'est en fait une tâche que l'on réalise. Et en fait, par rapport à ça, il y a ces fameuses unités d'espace, de temps et d'action. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que, en fait, laisser, dans la notion de flexibilité, c'est laisser le choix au collaborateur de choisir son lieu, le moment de la journée à laquelle il veut réaliser cette tâche, en fonction justement de cette tâche. Il y a des tâches de production, il y a des tâches de collaboration, il y a des tâches de socialisation, et tout ça est important d'avoir à l'esprit pour bien repenser l'environnement de travail au sens large, qu'il soit virtuel ou physique.
Et donc, avec cette crise sanitaire et le déploiement massif du télétravail, et donc de pair avec ces nouveaux modes de travail hybrides, il est intéressant d'observer qu'on a un ratio dans la répartition des espaces qui s'est inversé. Avant la crise sanitaire, on était plutôt sur 70% de postes de travail individuels, attitrés ou pas, fermés ou pas, et 30% d'espaces collaboratifs. Et en fait, aujourd'hui, la tendance s'est complètement inversée. On est plutôt sur un ratio de 30% de bureaux individuels et souvent pas attitrés pour les entreprises qui ont fait le choix de passer en flex office, mais là, Olivier reviendra largement sur le sujet un peu plus tard, et 70% d'espaces de collaboration et de socialisation. Tout simplement parce que la fonction du bureau, elle a évolué, et aujourd'hui, aller au bureau, il y a une intention derrière, on y reviendra un peu plus loin. Et en fait, l'idée, c'est que le bureau est devenu un véritable hub de collaboration et de socialisation. Les collaborateurs y vont pour vivre une expérience et non pas pour aller se poser derrière un bureau et faire une tâche qu'ils auraient très bien pu faire de chez eux ou d'ailleurs. Deuxième conviction, c'est que one size does not fit all. C'est-à-dire qu'en fait, on doit prendre en considération les différents profils qui composent une organisation, une entreprise. En fonction du secteur d'activité, en fonction de la génération, on aura des attentes et des besoins différents. Donc, c'est important de bien comprendre quelles sont les attentes et les besoins de ces différentes groupes de collaborateurs qui constituent l'entreprise, et bien capter quels sont leurs besoins et les attentes, et ça va être variable d'une génération à une autre, d'un métier à un autre. On aurait par exemple tendance à penser que les jeunes, ce sont ceux qui sont le plus friands de télétravail, work from anywhere. Pas du tout. En fait, quand ils démarrent sur le marché du travail, ils ont besoin du bureau qui va venir nourrir ce lien social qui est primordial pour eux, il est essentiel. À l'inverse, des générations X sont plus enclines à travailler de chez elles. En tout cas, les besoins, ce que je veux dire par là, c'est que les besoins seront différents. Et donc, par rapport à ça, il y a une notion de design inclusif qui est extrêmement important. Design, ce n'est pas justement l'esthétisme, hein, c'est dans la fonction qu'on va redéfinir au niveau du bureau et des espaces qui seront mis à disposition. Et pourquoi inclusif? Inclusif parce qu'on a une diversité de collaborateurs qui font qu'il y a une diversité de besoins, d'attentes, et qu'il faut prendre en considération tous ces éléments. Et enfin, troisième conviction, c'est la QVT, alors, et plus précisément la QVCT. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de qualité de vie au travail, la QVT, qui a été étendue maintenant à la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, mais là c'est Morgane qui nous en dira plus, entre autres, juste après. Et ces nouveaux indicateurs de bien-être qui vont permettre justement de prendre la température et savoir comment vos collaborateurs se sentent dans les espaces qui ont été mis à leur disposition, et les conditions aussi, parce que justement, parce qu'on n'est pas justement sur un environnement purement physique, mais aussi à distance, ça nécessite un certain nombre d'outils et de services pour justement aller dans le sens d'une meilleure expérience collaborateur. Donc, il y a trois dimensions. Quand on parle de QVCT, il y a trois dimensions. Elle est tout d'abord ergonomique. Donc là, c'est vraiment l'espace en tant que tel, et ça va être la notion de confort et de bien-être à tous les niveaux, que ce soit physique par rapport à mon poste de travail, ça va être visuel par rapport à l'éclairage, ça va être le confort thermique par rapport à la température souhaitée, et une fois de plus, il y en a qui préfèrent, qui sont plus productifs avec une température un peu fraîche, et puis d'autres au contraire qui préféreraient avoir une température au-dessus de 20 degrés. Psychologique, et ça, elle est fondamentale, cette dimension, parce qu'elle fait le lien avec la santé mentale. Les anglo-saxons parlent de psychological safety, c'est-à-dire que quand je viens au bureau ou quand je me rends dans un espace pour travailler, il faut que je me sente bien et que je me sente en sécurité. Et je me sente aussi soutenue, et d'où cette notion du management par le care.
les managers ont eu et ont un rôle fondamental à jouer dans cette transition vers le travail hybride. Tout d'abord parce qu'on ne manage pas des équipes en présentiel comme on manage des équipes à distance. Donc, ça nécessite des réglages, des automatismes à acquérir. Et donc, de toute façon, on est dans la formation continue et les managers passent aussi par des formations spécifiques pour mieux manager leurs équipes en mode hybride. Et enfin, la dernière dimension, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est cette dimension sociale, c'est-à-dire que les collaborateurs ont besoin de ce lien social, ils s'en nourrissent, c'est ça qui contribue à enrichir leur vie au travail au quotidien. Donc, tout ça fait le lien avec c'est la qualité de vie au travail en fait qui va dicter l'expérience collaborateur qui devra être définie demain en concertation et de bien redéfinir donc la fonction du bureau comme je l'ai évoqué juste avant, mais aussi qu'est-ce qu'on entend par la qualité du temps de présence. C'est-à-dire que quand on est au bureau, qu'est-ce que j'attends justement de ce temps passé au bureau? Quelle est l'intention que je suis venue mettre derrière le fait de me déplacer de mon domicile jusqu'au bureau et ce que je souhaite de quoi je souhaite bénéficier, à la fois en termes d'espace, mais pas que. Il y a aussi cette notion d'outils, le digital workplace, comme on dit, tous ces outils qui permettent de travailler justement de manière efficace, quel que soit l'endroit que je me pose, aussi bien au bureau qu'ailleurs, puisque là, il y aurait tellement de choses à dire, mais effectivement, quand on parle de 70% d'espace collaboratif, ça veut dire que en fait, on bascule dans ce qu'on appelle l'activity-based working et je vais me déplacer même dans l'enceinte du siège social, d'un immeuble de bureau, je vais me déplacer d'un espace à un autre en fonction de la tâche que j'aurai à faire. Donc, ça peut être des espaces de concentration, des espaces de collaboration, des espaces en mode projet pour une période donnée avec une équipe donnée. Donc, tout ça nécessite des outils et puis des services. Les services, ça, c'est inhérent à l'expérience collaborateur. On parle de plus en plus dans l'immobilier de valeur d'usage. C'est l'approche servicielle des espaces qui sont mis à la disposition des entreprises et des collaborateurs. Donc, comme je vous le disais, l'attraction et la rétention des talents, on parle de qualité de vie au travail, on parle d'expérience collaborateur et ça permet de faire le lien avec cet enjeu majeur qui est un des 4 enjeux des DRH en 2022. La qualité de vie au travail est une des priorités des DRH et les points que nous venons d'évoquer nous permettront de gérer. Alors, aux États-Unis, on appelle ça de Great Resignation. En France, on parle plutôt de grand désengagement. Ce qui est pire, parce qu'en fait, le collaborateur reste dans l'organisation, mais il est complètement désengagé. Donc, pas productif, pas performant, ce qui est en termes de coût, mais qui est colossal, et plus l'impact psychologique, mental sur le collaborateur. Donc, voilà, 2 chiffres, mais il y en a plein. 37% des salariés qui sont prêts à changer d'emploi si l'employeur les oblige à revenir à plein temps au bureau et ne leur donne pas justement le choix de choisir l'espace pour une tâche donnée à un moment de la journée. Et entre fin 2019 et fin 2021, il y a eu 17% de démissions en plus, qui est un chiffre assez considérable alors pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs. Donc, et des chiffres qui vont dans le sens des messages que j'ai voulu de manière très synthétique vous faire passer. Et il y en a plusieurs. Un autre que je pourrais vous donner et qui fait partie du baromètre de Alan Harris Interactive, c'est que 85% des salariés qui se sentent bien au travail sont beaucoup plus fidèles à leur entreprise. Donc, quand on parle de rétention des talents, important de l'avoir à l'esprit. Je crois que la slide suivante, c'est vous partager un exemple d'indicateur de bien-être au travail. Donc, vous retrouvez un petit peu le principe manière de noter les éléments. Il a été adapté aux collaborateurs et ça permet justement de prendre
C'est un outil donc, qui va balayer un certain nombre d'indicateurs qui sera défini avec l'entreprise et qui permet de prendre régulièrement la température, le pouls en matière de satisfaction et de qualité de vie au bien-être. Ensuite, on a un certain nombre de slides qu'on peut faire défiler, Catherine. Pour conclure, ce qu'il est important de dire, c'est que j'aime bien cette citation de Peter Drucker qui dit strategy beats culture for breakfast. Tout ça pour dire que la culture est fondamentale dans tout ce que je viens de vous dire. Si la vision du leadership n'est pas exprimée clairement, si elle n'est pas véhiculée aux collaborateurs, si elle n'est pas retranscrite dans la culture d'entreprise, si elle n'est pas expliquée aux collaborateurs, tout ce qu'on vient d'évoquer n'arrivera pas ou viendront empiéter le succès du projet de transformation Workplace. Donc, on a parlé des services, on a parlé des différentes typologies d'espace. Voilà, c'est deux moyens d'adresser ces enjeux que je viens de vous exprimer. Voilà. Donc, maintenant, je passe la parole à Morgane qui va vous en dire un peu plus sur ces sujets de droit social. Merci Céline, merci. Bonjour à tous déjà. Alors, l'idée de mon intervention, c'est de vous faire à la fois un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu avec mes clients, sur leur expérience du télétravail, de l'hybridation, du flex office, et de rappeler un petit peu par touche l'aspect réglementaire, puisqu'ici, on comprend bien qu'on est dans un changement sociétal et que le droit doit accompagner un mouvement qui a été accéléré par le Covid. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas le droit qui a décidé maintenant on va se mettre en télétravail. Donc, c'est assez difficile d'un point de vue juridique d'accompagner des changements rapides parce qu'on met du temps à légiférer, la jurisprudence met du temps à se mettre en place et donc il y a quand même des mouvements de résistance, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc, on est un petit peu dans une phase de transition avec une réalité du télétravail qui est assez plurielle d'une société à l'autre, d'un secteur d'activité à un autre. Il faut savoir qu'en 2020, la NDRH considérait que 60% des postes de travail en France n'étaient pas télétravaillables. Donc voilà, aujourd'hui, là, on est à Paris, principalement dans les métiers de service, donc c'est assez évident pour nous que le télétravail doit être promu pour attirer les talents, etc. Quand même des activités, je pense à du retail, à de l'industrie, bon, bah, évidemment, ce n'est pas un sujet pour eux. Donc voilà. Pour autant, c'est une réalité, c'est devenu une réalité sur tout un tas de métiers et de secteurs. Et la moyenne de nombre de jours de télétravail par semaine, elle est de 2,7. Et c'est vrai que de ce que je vois chez mes clients, on est à 2 jours de télétravail, ça c'est assez basique pour des métiers télétravaillables, et 3 jours dans certaines entreprises sous forte demande des collaborateurs. Avec des organisations très diverses, des jours variables, des jours fixés par les managers, des niveaux d'encadrement de télétravail très différents d'une équipe à une autre. Et chez certains clients, pas mal de résistance des managers parce qu'ils trouvent ça compliqué. Ils trouvent ça compliqué, mais ils n'ont pas nécessairement été accompagnés. Ils ne maîtrisent pas forcément les outils numériques, on n'a pas forcément mis en place des outils numériques pour les aider dans la manière de collaborer. Il y a beaucoup de fatigue, on en parlera plus tard, la Zoom fatigue, la visio c'est épuisant, on a tous fait l'expérience. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette phase d'ajustement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la réalité. Il faut aussi accompagner évidemment les managers qui sont clés dans l'engagement des collaborateurs, parce que si eux-mêmes ne promeuvent pas le télétravail ou ne l'exercent pas de manière bienveillante, c'est le care dont vous parliez, ça va mal se passer au niveau des échelons du dessous. Donc, le travail hybride, de quoi on parle? On parle d'une organisation où on peut travailler dans les locaux ou chez soi ou dans des tiers-lieux. J'ai vu chez mes clients certaines charges de télétravail qui prévoyaient
du télétravail dans des tiers-lieux. C'est la minorité aujourd'hui, en tout cas chez mes clients, mais c'est quelque chose qui a vocation à se développer. D'ailleurs, Macron a dit qu'il avait développé énormément de tiers-lieux. C'est un des enjeux de son nouveau quinquennat. Alors, tiers-lieux, ce n'est pas uniquement pour travailler, hein, c'est des lieux de partage culturel. Je vous ai mis tous les noms, j'ai appris ce que c'était que les microfolies. Voilà, donc des endroits qui vont se développer et qui sont très attractifs pour les jeunes talents, puisque ils grandissent avec ça, donc c'est dans leur ADN. Le flex office, c'est le niveau du dessus de l'hybridation, donc on n'a plus de bureau attitré, donc chez Stellantis, ça fait des années, quand ils ont déménagé à Rueil-Malmaison, ils ont fait tout de suite cette organisation-là, avec des casiers, des petits casiers, dossiers, paperless, etc. Donc voilà, les managers, plus de bureaux individuels. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc eux, ils étaient prêts pour le Covid, si j'ose dire. Donc voilà, il y a un rôle très important du CSE, évidemment, dans la définition dans la définition des nouveaux modes de travail et dans la manière de promouvoir le projet et de co-construire, ça, je laisserai la parole, de co-construire les projets. Et bien sûr, avec les nouvelles obligations en matière de conséquences environnementales des projets, ils vont probablement se saisir aussi de ce sujet. Si vous n'aviez pas mis en place ce type de dispositif, il pourrait vous demander est-ce que ça vaut le coup de garder les locaux où en fait il y a un tiers de l'effectif en termes énergétiques, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Voilà, donc comme vous disiez Céline, moi j'ai vu 31% des salariés qui sont prêts à quitter l'entreprise s'il n'y a pas de télétravail. D'un pays à l'autre en Europe, ça a beaucoup varié l'appréciation du télétravail pendant le Covid et aujourd'hui. En Grande-Bretagne, et puis dans tous les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de très répandu, de normal. On ne va pas se poser la question de savoir si le collaborateur travaille quand il est chez lui. C'est une évidence, puisque si de toute façon il ne travaille pas, on peut le licencier assez facilement. En France, on a d'autres problématiques qui font que certains collaborateurs ont pu se cacher au télétravail, mais ça s'est quand même vu assez rapidement. Donc voilà, donc majoritairement, on a le télétravail qui s'est mis en place avec à la carte, à 100%. Donc, on a eu des clients qui ont voulu fermer, des clients étrangers qui ont voulu fermer totalement les locaux en France et mettre tout le monde en télétravail à 100%, notamment avec des locaux où il y avait énormément de services sur place pour les salariés, crèches, conciergerie, terrain de tennis, etc. C'est pas Paris Intramuros, évidemment. Donc, ça fait plus d'un an qu'ils veulent le mettre en place, les autres l'ont pas lancé. Donc, on sent bien qu'il y a une forte résistance en France. Donc, il y a des chocs de culture et c'est vrai que certains veulent aller au bout de l'expérience télétravail et même dans une société de tech, c'est pas évident de passer à 100%. D'ailleurs, normalement, l'employeur doit permettre aux salariés qui le souhaitent, c'est réversible, donc il doit aussi pouvoir travailler sur site. Donc, même dans des secteurs où on pourrait penser que les salariés vont être d'accord avec la flexibilité maximale, en fait, non. Il y a aussi la flexibilité dans l'autre sens. Je veux pouvoir venir sur le lieu de travail et vous disiez, Céline, ce que veut dire aujourd'hui le lieu de travail pour un collaborateur, c'est un espace collaboratif d'apprentissage pour grandir ensemble. Et ça, c'est vraiment repenser le lieu de travail. En tout cas, dans notre culture française, j'ai envie de dire, c'est une petite révolution quand même. Sur l'aspect santé au travail, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux sur le télétravail. Les risques psychosociaux en font partie. On parlait d'aménagement aussi d'un point de vue physique. Hein. Il y a peu de mon retour d'expérience, j'ai peu de clients qui sont allés regarder chez les salariés comment ils travaillent concrètement, est-ce qu'il y avait un siège ergonomique, etc. Donc là, pour le coup, les sociétés ont bénéficié du do-it-yourself du début. Donc les salariés travaillent comme ils peuvent de chez eux. Aujourd'hui, c'est ça l'expérience qu'on partage tous.
donc plus ou moins bien, certains dans la cuisine, certains dans des petits espaces, avec la complexité quand les enfants rentrent de l'école. J'ai eu un client qui n'était pas content parce que les salariés allaient chercher les enfants à l'école, par exemple, alors qu'ils étaient en télétravail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Bon, c'est assez compliqué. Donc, on a la frontière vie privée, vie professionnelle qui se chevauchent, mais dans un sens comme dans l'autre, parce que quand le salarié rattrape et se reconnecte à 20 heures, parce qu'il culpabilise d'être allé chercher ses enfants, ou que sais-je, en médical ou autre, auquel il serait peut-être allé quand même s'il avait été sur site, mais il aurait demandé à son manager, il y aurait une autre communication. Là aussi, il y a des dépassements d'horaires, donc on voit bien qu'il y a cette frontière qui est assez ténue aujourd'hui et qui peut engendrer aussi des risques psychosociaux. Globalement, les salariés auraient plus travaillé en télétravail que sur site. Voilà, c'est une statistique globale, donc bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, mais les gens ont plus travaillé, il n'y a plus les trajets, il y a aussi une forme de... Il faut que je fasse mes preuves, parce que si je n'ai pas assez été efficace, on va me retirer mes jours de télétravail, donc il y a une forme de pression. Donc le retour est plutôt positif en termes de productivité, même s'il y avait beaucoup d'inquiétudes, surtout pendant le premier confinement où on a tous subi ce télétravail. Donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser en termes de risques psychosociaux. Il faut accompagner les salariés et les managers par la formation, dans vos accords télétravail, dans les chartes, il y a aussi des cellules d'écoute qu'on peut mettre en place, le recours à la médecine du travail quand ils sont disponibles. En tout cas, des alertes, parce que bon, il y a quand même de moins en moins, donc c'est quand même compliqué de les avoir. Ou des prestataires extérieurs qui sont dispo pour la hotline. Il y a beaucoup d'isolement, il y a quand même beaucoup de risques de ce type. Et le salarié qui, chez lui, a un problème physique, vous savez que c'est présumé un accident du travail. Donc, moi, j'en ai vu dans les dossiers, des salariés qui disent qu'ils sont tombés de leur chaise, vraiment. Au final, c'était des accidents de scooter, mais voilà. Il y a aussi, bien sûr, des salariés qui tirent sur la corde, mais impossible à démontrer. Impossible à démontrer. Donc, le télétravail, c'est vraiment un test du lien et de l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, il y a quand même cette obligation de se préoccuper de la manière dont les gens travaillent chez eux. Donc ça, vous pouvez faire des baromètres, des enquêtes internes, etc. Il y a beaucoup de dispositifs. Voilà, donc le rôle du CSE, encore une fois, est majeur sur ce sujet. Et je voulais vous parler de cette jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles que vous avez peut-être vu passer, du salarié qui était parti déménager en Bretagne. Toujours les Bretons. Les Bretons sont innovants, c'est bien. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de ça. Et donc, le licenciement a été validé. Alors, Versailles, c'est quand même assez dur. C'est la Cour d'appel de Versailles. Attention, il y avait tout un ensemble de faits. Le salarié avait gardé un pied-à-terre à Paris, il était parti vivre en Bretagne sans dire. Il avait des enfants en bas âge, mais ça ne l'empêchait pas de revenir à Paris. On lui a demandé de redéménager à Paris. Il a dit non, il était licencié. Il y a eu beaucoup d'échanges avant d'en arriver là. Mais il n'empêche que le fondement, c'est l'obligation de sécurité. L'employeur ne pouvait pas se permettre de garder ce salarié qui aussi avait des déplacements, qui faisait 3h30 de trajet au mieux pour venir travailler à Paris. C'était pas gérable en fait. Donc le licenciement a été validé et de toute façon, on le voit dans l'évolution juridique. L'obligation de sécurité, c'est vraiment le pendant de cette société, de cette économie française qui est de moins en moins industrielle. Donc, dans les métiers de service, ce qui reste en termes de risque, c'est comment je vis au travail, et comment je perçois mes interactions. Donc, alors, le télétravail demain, c'est une slide volontairement provocatrice pour nous faire réfléchir. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va passer en télétravail à 100% pour certains métiers? Aujourd'hui, juridiquement, on ne peut pas, puisqu'il y a le principe de réversibilité.
Mais ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. On peut tout à fait penser que demain, sur certains postes, il y aura du télétravail à 100%, du télétravail à l'étranger. Il y a des sociétés qui permettent 8 semaines de télétravail par an, n'importe où dans le monde. Voilà. Ce qui est assez attractif hein, pour les jeunes talents. Chez Accenture, dans le même ordre d'idée, on est passé à la semaine à 4 jours. Semaine de 4 jours. Donc, voilà. Alors, si on fait 4 jours plus télétravail à 100% de l'étranger, ça devient intéressant. Là, on peut plus s'aligner. Hein. Airbnb a annoncé que vous allez travailler d'où vous voulez. Tout à fait, tout à fait. On a vu aussi énormément de plateformes qui proposent des... Ça soulève quand même des questions d'ordre social et fiscal. Énormément de questions. Énormément de questions. De Morgane. Télétravail à l'étranger. Non, parce que moi, j'ai eu beaucoup de clients qui ont eu des salariés qui étaient partis à l'étranger et qui ne voulaient pas revenir et qui n'avaient rien dit. Mais qui étaient partis très très loin. Et on a découvert qu'ils étaient partis au Brésil, en Asie, quand il a fallu revenir sur site. Là, non, c'est pas possible. Moi, je suis partie, je ne veux pas revenir. Je suis moi. Et est-ce qu'on peut licencier? Très compliqué. Très compliqué sur le droit applicable, ça va poser des sujets, c'est sûr, hein, puisque nous, en France, on a des règles. Voilà, il faut savoir si votre salarié part au Portugal, est-ce que j'applique la durée du travail française? Comment? Oui, quel type de loi Quel type de loi on applique? Donc, on va appliquer la Convention de Rome, on va devoir se poser la question de l'articulation des règles impératives sur place, etc. Potentiellement, si vous n'avez pas de présence dans ce pays, vous devez peut-être créer une succursale, une filiale. Il y a des risques d'établissement stable. Voilà, donc non, c'est un casse-tête chinois. Le salarié ne peut pas faire ce qu'il veut. Néanmoins, quand la situation est là, c'est très compliqué à gérer. Donc, on s'est posé la question comment on peut organiser ça. Est-ce qu'on peut remettre des clauses de résidence dans les contrats de travail, par exemple? Moi, j'ai des clients qui ont enfermé le lieu du télétravail, résidence principale, voire secondaire, mais pas d'autres lieux. Il y a aussi des problèmes de cybersécurité, voilà, quand ils travaillent de n'importe où, c'est compliqué. Donc non, c'est extrêmement compliqué le télétravail à l'étranger, on n'est pas encore prêt. Il y a une question, a-t-on l'obligation d'informer Oui, on a l'obligation, bien sûr. On doit même informer son employeur de son changement d'état civil. Oui, bien sûr, on a l'obligation d'informer. Oui. C'est pas pour autant qu'il doit. Suffisante pour licencier quelqu'un. Non, et c'est pas pour autant que l'employeur va dire oui, je suis d'accord pour ton déménagement, c'est super. Non, mais on doit l'informer au préalable. Donc il y a effectivement un problème dans le cadre de l'obligation de loyauté quand le salarié déménage sans vous en informer, et d'autant plus quand il part à l'étranger. Il ne faut pas ignorer qu'il va y avoir des conséquences sur son contrat de travail. Donc, télétravail à l'étranger, pour le moment, c'est atypique, on va dire, et des cas isolés, et ça pose des problèmes. Par la suite, ce n'est pas une option qui est totalement à exclure dans vos organisations. Hein, D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, ils ont déjà initié, et c'est une démarche, une réflexion qu'ils instaurent dès le début d'un projet de transformation workplace, c'est cette dimension juridique et sociale, et qu'est-ce qu'on doit faire pour justement accompagner le télétravail à l'étranger. Nous avons de plus en plus de salariés étrangers qui arrivent en mode digital nomade. Et la France, malgré que la France est quand même pays de tech, la France n'a pas de visa digital nomade. Alors que d'autres pays, comme la Croatie, comme la Grèce, ils ont déjà, en amont, préparé un statut juridique pour ces personnes. Ouais. Alors, on peut penser que dans des groupes où il y a des politiques de mobilité très étoffées, c'est quelque chose qui va être pris en compte. On peut imaginer un statut particulier du télétravail en mobilité. Du portage salarial à l'international. Oui, c'est sûr. Après, il y a plein de modalités d'organisation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir il faut se poser la question en amont, puisqu'aujourd'hui, l'URSSAF n'est plus dans sa période de tolérance, puisqu'on a eu une période de tolérance pendant le début du Covid. Les salariés qui étaient à l'étranger et qui ne pouvaient pas revenir à cause de toutes les contraintes réglementaires
C'est pas pour autant qu'il fallait payer des cotisations sociales dans le pays d'exercice, puisque c'est ça quand même le principe. Cette tolérance, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, on prend des risques URSSAF, fiscal pour le salarié. Voilà, on a beaucoup de choses qui ne sont pas cadrées. Comment une entreprise peut s'assurer que les conditions de travail au domicile de son télétravail leur répondent à ses obligations de santé et de sécurité sans s'immiscer dans la vie privée de son salarié? Sans s'immiscer dans la vie privée, c'est des enquêtes, c'est sur une base volontaire, voilà, il faut l'organiser. On ne va pas aller chez la personne pour vérifier, mais vous pouvez, ceci dit, certaines sociétés l'ont fait, proposer qu'un ergonome aille chez votre télétravailleur. Donc là, il va s'assurer que la posture, toute l'organisation que le salarié a mis en place, lui bénéfique, évite les troubles musculo-squelettiques, etc. Donc, c'est tout à fait possible de proposer un appui, mais évidemment, ce n'est pas l'employeur qui va aller chez son salarié, sauf s'il y a des rapports de proximité extrêmes. Voilà. Mais c'est une vue d'esprit de penser ça, évidemment. Par rapport à ça, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut envisager une évolution du rôle de la médecine du travail? Aujourd'hui, la médecine du travail, c'est par rapport au lieu de travail physique de l'entreprise, du bureau. Non, la médecine du travail, c'est le lieu de travail, donc c'est aussi chez le salarié. C'est déjà en théorie. Ah, bien sûr. Ah bah oui. Ça, je ne savais pas. Oui, bien sûr. Le lieu de travail, c'est le lieu sur lequel on réalise sa prestation. Donc, le médecin du travail a vocation à également voir s'il y a une difficulté. Une incompatibilité ou tout à fait, un risque pour la santé. Oui, un salarié pourrait saisir, alors si on prend un cas extrême, un salarié pourrait saisir le médecin du travail en disant moi, je suis mal installé chez moi, mon employeur n'a pas vérifié et je prends des risques pour ma santé. Est-ce que vous pouvez me mettre en inaptitude? Mais bon, voilà. Est-ce que vous pouvez faire des préconisations? Oui, c'est tout à fait possible juridiquement. Mais aujourd'hui, les salariés ne sont pas allés au bout de leur créativité. Donc, on n'a pas pensé à tout ça. Bien sûr, c'est possible. Là, ce serait dans le cadre où l'employeur impose le télétravail. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Oui, d'accord. Moi, je veux faire du télétravail. Je suis volontaire. D'accord. Mais c'est à mon employeur de faire en sorte que ça se passe bien. C'est pas moi, c'est pas ma responsabilité. Et si je n'ai pas de bureau chez moi, c'est à mon employeur de m'acheter un bureau. Non, le télétravail aujourd'hui n'a pas coûté très cher aux entreprises. Non, mais pas coûté très cher. Ça va arriver. Potentiellement. Ah oui, on accompagne un mouvement, on veut que ça se mette en place. Donc on ne va pas mettre des contraintes, c'est comme le vélo à Paris. Mais est-ce que c'est surtout, il y a juste une question, bon, il faut que tout le monde continue de la présentation, mais est-ce que, en effet, aujourd'hui, est-ce que les employeurs ne sont pas otages du mouvement de retention de talents? Et donc, on veut absolument attirer et garder ces talents et on est prêt à tout. C'est l'offre et la demande. C'est pas c'est la loi du marché. Il ne faut pas le prendre sous forme de contrainte, c'est sous forme positive. C'est certain qu'il y a une inversion actuelle de l'équilibre du pouvoir entre l'employeur et l'employé. Et qu'au fur et à mesure que le marché du travail se tend, évidemment, on est de plus en plus dépendant de l'attractivité qu'on représente, l'employabilité qu'on donne à nos employés. Donc c'est vrai que la tension est plus importante. Les chiffres ont été donnés sur le télétravail, il y a plein d'exemples dans les enquêtes qui montrent que si vous ne faites pas de télétravail, il y a 80% des gens qui ne viennent pas chez vous. Et puis il y a aux États-Unis, il y a 100% des gens qui disent qu'ils ne viennent plus, qui démissionnent immédiatement. C'est très variable en fonction, en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir ces discussions généralistes, parce que ça dépend tellement de chaque métier, chaque secteur, chaque profil. Il y a des talents sur lesquels vous êtes obligé, effectivement, d'être assez flexible. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Là-dessus, il y a toujours eu une difficulté de trouver certains profils dans l'entreprise. La différence, c'est que là où c'était quelques personnes, c'est de plus en plus nombreux. Et c'est bien. Il ne faut pas le prendre de façon négative, c'est bien. Ça force à l'entreprise à réfléchir, d'une part, à l'accord contractuel de travail qui est entre l'employeur et l'employé,
et de s'assurer que ça soit gagnant-gagnant. C'est idiot de le dire, mais c'est tellement important. Et on l'a entendu tout à l'heure, il y a des statistiques qui sont effrayantes. Le nombre de personnes qu'on appelle désengagées, hein, c'est le terme qui est utilisé. Donc, de personnes qui ne sont pas engagées dans leur entreprise. Vous avez une idée du nombre de personnes qui viennent au travail qui ne sont pas engagées. La personne qui n'est pas engagée, ça veut dire que c'est la personne qui vient uniquement pour un salaire. C'est tout à fait respectueux, hein. Il vient pour un salaire. Quand elle vient pour un salaire, au moment où elle arrive, elle ne pense qu'à une chose. C'est le moment où elle part. Vous arrivez et les personnes viennent à reculons. Eh bien, 75% en France, hein, des personnes qui travaillent sont désengagées. Vous vous rendez compte? C'est des enquêtes. C'est des enquêtes qui sont. Alors, il y a de plus en plus d'enquêtes. C'est des enquêtes qui sont très très larges. Hein. Vraiment, c'est fait à une échelle mondiale. Donc, on a plus des statistiques sur chacun des pays, de quels sont les niveaux d'engagement. Mais voilà, et là, c'est le potentiel. C'est pour ça qu'il faut le prendre de façon positive. C'est le potentiel. C'est si vous prenez une partie de ces personnes-là et vous les engagez, c'est gagnant-gagnant. Et ça passe par tout ce dont on a parlé. Et depuis quand elles sont désengagées? Je ne saurais pas répondre, mais parce qu'évidemment, ça dépend. En règle générale, quand vous faites les statistiques, quand vous rentrez dans une entreprise, 2 premières années, vous avez cette période de honeymoon dans laquelle vous êtes engagé. C'est pour ça que vous avez rejoint l'entreprise. Et après, vous avez une période pendant laquelle, à partir de 3 à 5 ans, là, vous savez plus où vous êtes, parce que finalement, vous êtes rentré pour quelque chose, et ce n'est pas exactement ça. Et puis là, à ce moment-là, vous avez beaucoup de turnover, des gens qui partent, et puis après, vous avez ceux qui restent. Et au fur et à mesure, la courbe remonte. Et ils se disent, finalement, on est pas mal. Voilà, on prend ses habitudes, et on est pas. Et l'enjeu, il est là. C'est 2-3 ans, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour les personnes qui vous ont rejoint. Et ça, c'est le turning point sur lequel il faut travailler. J'ai envie d'entendre parler de métaverse. C'est Alors, il y a des questions, mais je répondrai après. Sur les questions sur le métaverse, donc, vous avez tous entendu parler du métaverse. Je ne sais pas si vous avez acheté vos espaces déjà et si vous avez commencé à vous projeter dans des boutiques virtuelles. Pour ceux qui ont des boutiques, par exemple, c'est un outil qui permet de rassembler télétravailleurs et travailleurs sur site, puisqu'on est dans l'hybridation. C'est un outil qui permet une inclusion. On a tous la même expérience collaborateur, on est dans le métaverse. Donc, c'est encore un autre espace que le lieu de travail ou chez soi ou dans un espace de coworking. Pour le moment, c'est un outil qu'on ne peut pas utiliser toute la journée. On ne peut pas avoir un casque de réalité virtuelle toute la journée sur la tête. Donc, c'est du prospectif, mais ça va se développer, c'est sûr. Les sociétés qui pensent qu'elles vont y échapper, non, c'est pas possible. Et là encore, il y aura une demande forte des jeunes générations d'avoir cette possibilité. Et c'est vrai que c'est pour ceux qui ont eu des expériences de ce type, c'est quand même assez bluffant le niveau de réalité dans la virtualité. Donc, c'est quelque chose qui va se développer. Donc, effectivement, il y a des impacts environnementaux, ça c'est sûr. Et c'est également une donnée. Il y a le coût énergétique du télétravail n'est pas à négliger. Donc, on gagne d'un côté avec les gaz à effet de serre, parce que c'est un indicateur fort aujourd'hui environnemental. Mais on compare avec les serveurs, le coût énergétique des serveurs. Voilà, il y a quand même des études qui montrent que le télétravail n'est pas si dépolluant que ça. Donc le métaverse aussi, et vous avez raison, Céline, de dire qu'il y a un impact environnemental. Mais comme il y a une volonté d'accompagner la transition numérique, j'ai envie de dire que cet impact-là, on n'a pas forcément très envie, enfin les pouvoirs publics n'ont pas forcément très envie de mesurer, puisque l'objectif c'est de réduire d'autres indicateurs polluants. Mais néanmoins, on parle de plus en plus de sobriété numérique.
Justement, oui. En fait, c'est des petits gestes, mais qui, en s'accumulant, peuvent aller dans le bon sens, même si ça peut être considéré comme un épiphénomène par rapport à l'impact que ça peut avoir. Mais on en parle de plus en plus et ça peut être une exigence, notamment des jeunes générations qui sont en quête de sens et qui sont très soucieuses de l'impact environnemental. C'est ce dont on a parlé hier soir à la Chambre de commerce franco-britannique, parce qu'on parlait justement du monde du RSE, du monde de l'ESG. Et vous saviez, peut-être vous interroger comment est-ce que vous chauffez. Vous chauffez au gaz, à l'électricité. Et donc hier soir, on a parlé de se chauffer au data center. Parce que finalement, ce qui est très consommateur, ce sont ces centres de données et qui produisent énormément de chaleur. Et donc, il y a un certain nombre de projets qui vont réutiliser la chaleur produite par toutes ces installations informatiques à des fins de chauffage autour du centre. Voilà. Donc, on va demain se chauffer au data center. Mais c'est très vrai, vous savez qu'un email, vous envoyez un email, vous allumez une lampe pendant 1 heure. Donc, c'est quelque chose qui est terrible. Hein. Donc, c'est vrai que et c'est paradoxal, parce que plus ça va, et plus on devient numérique, plus on devient digital. Donc, comment trouver l'équilibre? Et donc, voilà, la dernière idée de mon intervention, c'est la fin du salariat. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'études, notamment aux États-Unis, qui montrent que je crois que c'est 64% des personnes aux États-Unis, non 50%, seraient freelance en 2027. Donc, c'est quand même un sujet. Moi, j'ai des clients qui ont un tiers des effectifs qui sont des indépendants. Donc, et qui parfois demandent à basculer dans le salariat. Certains demandent à en sortir pour à devenir entrepreneur freelancer. Donc, on a cette bascule et ça accompagne aussi le mouvement de la demande du télétravail, de flexibilité, etc. Le contrat de travail n'est plus forcément le cadre de la relation de travail et n'est pas forcément le cadre qui permet le meilleur engagement. Donc voilà, c'est du prospectif, mais on peut se poser la question aussi de toute cette volonté d'autonomie, de recherche de sens. Et est-ce que vraiment le lien de subordination a aujourd'hui un sens quand on regarde le contrat de travail? En tout cas, certainement pas pour le poste de travail. Je vous laisse la parole. Merci Morgane. Et je vais essayer de faire assez synthétique pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. En fait, je vais juste essayer de donner l'exemple de ce qu'on vient d'entendre de la part de Céline Morgane, parce que qu'est-ce que c'est quand on dirige une entreprise, ce à quoi on est confronté pour pouvoir mettre tout ça en place. Et donc, juste en un mot, donc le groupe que nous sommes est un groupe d'édition juridique. Donc, connu en France sous un certain nombre de marques, la marque Lefebvre d'Allos, donc c'est vraiment de l'édition juridique. Et c'est vraiment un métier qui est en train de se transformer sous cette puissance digitale, parce qu'avant, on publiait des livres, on était vraiment dans le code rouge, le bon code d'Allos. Et on a le même en Italie, le même en Hollande, etc. Et ce métier se transforme sous l'impulsion du digital, parce que nos chers clients, comme Morgane, nous en demandent plus. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus se lever, elle ne veut plus aller chercher dans sa bibliothèque le code. Et donc, tout ça, ça lui arrive directement. Et c'est légitime, mais c'est le monde qui se transforme. Et donc, pour accompagner cela, il faut évidemment que l'entreprise se transforme. Mais si vous visitiez certains de nos sites, je pense à notre site en Italie, par exemple, c'est des bibliothèques partout, vous avez des tonnes de livres partout. Nos rédacteurs, ils aiment bien avoir un très très grand bureau et il y a des papiers partout. Et donc, le phénomène de la Covid a été un phénomène incroyable, parce que jamais, nous n'aurions pensé pouvoir passer en télétravail. Et du jour au lendemain, vous vous souvenez, le 16 mars, on vous annonce que le 17, vous n'êtes plus au bureau. Et moi, j'ai eu 2500 personnes qui sont parties avec l'ordinateur sous le bras, parce qu'on n'avait pas tous un ordinateur portable, et puis en prenant 3-4 livres, et puis on ne revient plus au bureau. Et ça, c'est quand même un tournant dans tout ce dont on vient de parler, parce que d'un seul coup, ça a créé un choc intense, qui était de dire, tiens, il faut sans doute que je revise notre mode de fonctionnement. Et c'est le point, s'il y avait un point que je voudrais souligner ici, c'est que tout ce dont on vient de parler, en fait,
c'est un ensemble. C'est-à-dire que dans l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement un nouveau mode de relation et de travail, et qu'on passe d'un management qui est un management qui, historiquement, en particulier en France, est un management hiérarchique, un management de contrôle, un management de relations proches, à un management, le mot a été utilisé tout à l'heure, un management de care ou un management de confiance. Et ce passage-là, il doit s'accompagner de tous les outils dont on a parlé. Tant l'outil de présence ou pas, donc le mode du télétravail, donc en fait une certaine liberté des horaires. Moi, je suis une entreprise, j'ai encore des pointeuses. Hein. Ces pointeuses, elles sont numériques, mais c'est quand même des pointeuses. Donc vous comprenez que si je vous fais pointer, je vous donne comme message ce qui me compte, c'est le temps que vous passez, ce n'est pas ce que vous faites. Donc, de passage à j'oublie la pointeuse, ce qui m'intéresse, c'est la performance, c'est ce que vous faites, et vous le faites là où vous voulez, c'est quand même, c'est un changement majeur dans toute entreprise. Et la deuxième chose, c'est que si je veux changer cette relation au travail, il faut évidemment que je change l'environnement du travail. Et donc ça, c'est le projet, et c'est le projet que l'on mène dans tous nos pays, et y compris en France. Et en France, pour vous donner quelques chiffres, on a 1200 collaborateurs en région parisienne, à peu près 200 partenaires, donc ça fait à peu près 1400 personnes qui viennent sur l'ensemble de nos sites. On a 8 sites, donc là, on travaille sur le rassemblement sur un seul site. Alors, de mon côté, là, c'est le patron qui parle, c'est que en ce moment, c'est plus facile de négocier qu'il y a quelques années, donc on a négocié un bon deal, mais ça nous permet d'avoir une tour, un immeuble à la Défense où on va pouvoir réunir tout le monde. Et ce qui a été formidable, c'est que c'était un projet qui a mené à un déménagement à la fin de l'année 2022, et c'était un projet dans lequel on a vraiment eu une réflexion, un projet d'entreprise, pas un projet de déménagement, c'est un projet d'entreprise. Comment je réponds à tout ce que l'on vient de dire? Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble différemment? Et ça a commencé assez tôt par une transformation de l'ensemble de notre mode de fonctionnement. Il faut savoir que nous sommes un groupe qui fait de l'édition, de l'édition juridique, mais tout autour de cette édition juridique, on a de plus en plus d'outils qui sont développés, de logiciels qui sont développés, donc on devient beaucoup une entreprise informatique, et on fait beaucoup de formations. Et donc on a aussi eu la transformation de la formation. Vous savez, autrefois, la formation, on venait, on se mettait derrière sa table, on écoutait, et puis on partait, et ce monde-là change, on vient sur des formations hybrides. Donc, comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont à distance, il y a des gens qui sont là. Donc, tout ça est un mode complètement nouveau auquel le site, les outils doivent s'adapter. Donc là encore, ça accompagne tout ce changement-là. Et donc, dans ce projet-là, en fait, ce qui est le message principal, c'est que c'est un message de construction ensemble. Il faut construire ensemble. Et donc, ça s'est fait. Le choix du site, il s'est fait avec l'ensemble des collaborateurs, avec les représentants du personnel. En plus, on a plein d'entreprises, donc on a beaucoup de CSE, c'est qu'on est un seul CSE. Ça, c'est simple, donc on a plein de CSE. Mais c'est intéressant parce qu'à chaque CSE, chaque personne apporte l'eau au moulin. Et donc, ça nous a permis de construire quelque chose qui est finalement assez complet. Et juste pour terminer là-dessus, c'est le concept a été de créer ce qu'on a appelé des villages. Donc, dans le futur site, on va avoir des villages. L'idée du village, c'est de réunir toutes les personnes qui sont d'une même filière, qui font un même métier. Parce que comme ils viennent d'entreprises différentes, il faut que les marketeurs sont avec les marketeurs, les rédacteurs sont avec les rédacteurs. Ça, c'est pour vraiment qu'il y ait une osmose qui se crée et un complément de fonction. Hein. Et puis après, on a créé des places de marché. Et ces places de marché, eh c'est ce qui reprend tout ce que Céline a expliqué, comment est-ce que l'on travaille ensemble. Et ces places de marché, ce sont vraiment des places de rencontre. Donc, littéralement, on crée une place, on a un vrai marché, comme on vous trouvez dans une ville, un vrai marché, et avec plein de petites salles tout autour, qui sont des salles de créativité, des salles de collaboration, des salles de formation, des salles de réunion, des salles d'hybridation. Et tout ça permet justement de se retrouver à partir du village où j'ai toutes mes fonctions, elles vont se croiser sur ces places pour pouvoir travailler ensemble. Et le maître mot, c'est utiliser, c'est de dire que finalement, quand je viens au bureau, je viens pour plein de raisons. Je ne vais plus m'asseoir dans un bureau et c'est tout. Parce que justement, mon mode de fonctionnement fait que d'abord, peut-être que je vais venir plus de demi-journée,
quand je vais venir parce qu'on avait rendez-vous avec Céline, donc il faut qu'on se voit. Et puis tiens, on est allé prendre un café sur la place de marché, on s'est fait avec Morgane. Ah, mais on pourrait peut-être réfléchir à ça. Et voilà. Et tout d'un coup, il faut que l'environnement m'aide constamment à faire ce que j'ai à faire. Et de la même façon, on essaie de ne pas faire de barrière entre le télétravail et le bureau. On a mis en place ce que Morgane a appelé le télétravail tiers, c'est-à-dire qu'on a un accord avec une entreprise de coworking pour que tout employé ait à moins de 10 minutes de chez soi un endroit où, s'ils ne veulent pas télétravailler chez eux pour des raisons de place, etc., ils ont un endroit où ils peuvent venir télétravailler. Ou s'il y a 2 employés qui veulent pouvoir se voir et ne pas aller chez l'un ou chez l'autre, ni aller au bureau parce qu'ils sont un petit peu loin, ils peuvent se voir dans ces endroits-là. Voilà. Donc on rentre dans cette flexibilité-là qui est quand même extraordinaire parce que ça donne une ouverture par rapport à un mode de travail, mais ça ne peut se faire, et j'insiste là-dessus, ça ne peut se faire que si il y a beaucoup d'accompagnement parce que c'est un mode de fonctionnement et nos managers, ils ne savent pas faire. Enfin, il faut le dire, ils ne savent pas faire. Donc on est en phase d'apprentissage, d'accompagnement de ces managements, qui est un management nouveau dans lequel il faut apprendre à régler, à gérer ça. Et ça commence par un management par la confiance, ce qui est encore une fois pas naturel dans votre mode franco-français. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais parler beaucoup, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de prendre des questions s'il y en a sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que sur le chat, il y a des questions, d'autres questions? Avec quel opérateur de coworking avez-vous passé un accord? J'ai craigné la question parce que tout à l'heure, je me disais comment ça passe cette mais vous la retrouvez. C'est une société qui a 900 sites en France. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça permet d'avoir une présence à moins de minutes. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, absolument. Oui, absolument. Alors, merci, Céline. Vous me saurez. Et c'est bien, et c'est pas trop cher. Très bon choix. Je suppose que madame est chez vous. D'autres questions, Fiona? Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez par rapport à la confiance. Alors moi, je suis DRH à temps partagé, donc je suis voilà. Et j'interviens chez différents clients et les managers viennent vers moi en me disant mais effectivement, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire d'accompagner les gens, ce n'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est être très opérationnel. Et donc là, il y a un vrai changement de posture et de position. Passer de l'opérationnel à manager des personnes. En fait, c'est ce qu'on leur demande. Et moi, je les accompagne sur la gestion d'autonomie, sur l'autonomie des collaborateurs et sur quels collaborateurs sont autonomes. Et pour dans ces cas-là, eh bien, un peu plus de télétravail, etc. Et les collaborateurs qui sont moins autonomes, c'est de leur dire, bah, toi, aujourd'hui, en termes d'autonomie, tu n'es pas à niveau, entre guillemets, et donc un peu plus au bureau, parce que justement, on a besoin de créer ce lien, cette confiance, et que tu sois plus autonome. Et donc, à partir de là, c'est un vrai travail et une limite formation entre le manager et les collaborateurs de dire, eh bien, on travaille ensemble sur cette autonomie. Plutôt que de dire, je te donne ma confiance, la confiance, elle ne se donne pas comme ça. Les managers doivent vérifier effectivement quelle est l'autonomie des collaborateurs pour travailler seul à la maison ou effectivement un peu plus au travail. Et vous avez 1000 fois raison, il y a 2 éléments. Le premier, par rapport au télétravail, c'est que c'est vrai qu'on a statistiquement, on est à 2,7. Donc en fait, il y a un premier raccourci qui est de dire tout le monde va prendre 2-3 jours de télétravail. En fait, c'est pas le one fits all. Ça ne marche pas comme ça. C'est qu'il faut absolument que le manager travaille avec son équipe et décide de comment on va faire pour qu'on travaille ensemble. Et certains vont pouvoir télétravailler, d'autres non. Le télétravail, ce n'est pas un droit, c'est un droit qui va avec un devoir. De la même façon que la confiance vient avec une responsabilisation. Et donc, effectivement, d'abord, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Il y a des gens qui font beaucoup accompagner pour qu'ils acceptent cette autonomie. Ça fait peur. Hein. C'est comme un enfant qu'on laisse tout seul. Il part en voyage tout seul. Il a peur. Et donc, il faut y mettre des règles. Il faut y mettre des modes de fonctionnement très clairs parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et sinon, ça donne de l'anarchie. Et ça,
c'est beaucoup de travail et effectivement beaucoup d'accompagnement au niveau du management. Parce que sinon, le management, il ne sait pas finalement comment s'y prendre. Et c'est tellement plus facile d'être un control freak, d'être capable de vérifier et à quelle heure tu as commencé, à quelle heure tu as terminé. Et là, cette responsabilisation, c'est ce que les anglo-saxons appellent le empowerment. Et c'est véritablement cet empowerment. Alors c'est vrai que le terme d'autonomie est toujours un petit peu moins fort que l'empowerment. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'empowerment. Mais c'est de l'autonomie avec une responsabilité. Et cet accompagnement-là, qui prend du temps. Et il faut faire très attention de ne pas laisser les managers tout seuls face à cette solitude d'un changement auquel ils ne sont pas préparés. Et voilà. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que tout ce dont on a parlé, ça prend du temps à un moment où finalement la Covid a donné un coup d'accélérateur terrible. Et d'une part, la législation n'a pas suivi, mais nous non plus. Enfin, notre mode de fonctionnement d'entreprise, de management n'a pas suivi. Donc là, on est tous un peu à courir derrière. On dit, comment est-ce que je m'assure qu'on recolle les morceaux pour que ça nous donne une image qui soit la bonne. Mais c'est passionnant, c'est plus intéressant d'être dans ce sens-là. Parce que justement, ça met les entreprises en mouvement, ça nous impose de le faire. Et avec ce que vous rappeliez, c'est qu'en plus, si on n'est pas bon, ils vont voter avec leurs pieds. Hein. Et puis, pour ceux qui sont les meilleurs, ils vont partir. Et ça, c'est vraiment, avec en plus l'effet de la génération milléniale et Z, qui eux ont une fidélité qui différente. Voilà. Donc là, on a vraiment des tensions et des pressions qui nous imposent d'avancer et d'avancer vite. Mais ce que je trouve formidable, c'est que avec des entreprises comme Arch Design, on a des gens qui nous aident à nous projeter justement, qui nous aident à nous donner cet environnement et à nous donner des outils. Et des accompagnements RH, parce que c'est indispensable aussi. En fait, c'est vraiment indispensable. Voilà. Mais c'est un ensemble, c'est un projet, c'est vraiment un projet qui doit absolument être. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire tiens, je fais juste un déménagement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, ça nécessite d'y passer tout le temps. Céline, il y a une question pour vous. Voyez-vous les entreprises investir dans une mobilier ergonomique pour le bénéfice de leurs salariés? Alors, pas encore. En fait, il y a différentes postures et pareillement entre la France et les pays anglo-saxons, c'est des postures différentes. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a un accompagnement un peu plus poussé des entreprises pour justement s'assurer que l'équipement mobilier est adapté aux collaborateurs, quels qu'ils soient, toujours dans cette logique de démarche inclusive. Une personne ne fait pas l'autre, un environnement ne fait pas l'autre. En France, on est plus dans une posture, et ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais certaines disent, OK, on vous alloue une enveloppe, et puis à vous d'aller choisir votre poste de travail. Mais bon, là, est-ce qu'il sera ergonomique? Est-ce qu'il correspondra justement aux critères de confort ergonomique? C'est un autre débat. Non, mais je pense que c'est par rapport à tous les sujets que Morgane a évoqués, par rapport aux obligations de l'employeur, c'est quelque chose on va voir arriver de plus en plus en France. Et chez l'hôtel Servu, comment ça se passe à ce niveau-là? On a d'abord offert des écrans à tout le monde, parce qu'en fait, c'est ça qui est le premier problème ergonomique. Hein, c'est quand vous passez toute la journée devant un Zoom ou devant un Teams, c'est d'abord le confort visuel. Hein, donc ça, c'était le premier point. Et puis après, pour toutes les personnes qui avaient des problèmes physiques, on a travaillé sur les sièges pour qu'ils aient un siège qui soit adapté. Et là, c'est du spécifique parce que ça doit dépendre de façon spécifique. Maintenant, j'ai travaillé avec d'autres entreprises qui font exactement ce que Céline expliquait, c'est qu'ils donnent un montant et puis chacun s'adapte par rapport à ça. Mais c'est peut-être pas suffisant parce qu'encore une fois, c'est un problème de conseil. C'est toujours pareil, on ne sait pas. Donc on se dit, tiens, je vais faire ça. Donc là, c'est un accompagnement qui est nécessaire. Mais c'est vrai que moi, ma priorité, c'est un accompagnement psychologique. Donc, en fait, c'est surtout ça qu'on a mis à disposition. Dans tous les pays, on a mis à disposition une cellule psychologique. Parce que c'est d'abord parce que la Covid était un tel changement, c'était très compliqué. Mais ça a été l'élément principal. Et tout ça, c'est encore une fois en développement. C'est ça qui est passionnant. Il y a beaucoup d'idées, de choses qui se mettent en place.
Oui, on est d'accord, c'est un risque. C'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur la qualité ergonomique, sur les critères ergonomiques du mobilier que les salariés achètent. Je pense que par la force des choses, c'est amené à évoluer. Surtout s'il y a de plus en plus de télétravailleurs. Moi, je n'ai pas retenu ça. Oui, J'ai pas retenu ça parce que je considère que ça fonctionne pas. Ça. Donc, je préfère les écrans, je sais quels sont et qu'il n'y a pas de lumière bleue, etc. Donc, au moins, on peut le contrôler. Et celui qui a un problème vraiment physique, ergonomique, à ce moment-là, c'est nous qui nous occupons de mettre en fonctionnement. Oui, mais dans le cadre de la prévention, c'est vrai qu'on est obligé de tenir compte des risques du télétravail. Quand même le salarié n'aurait pas de problème physique à santé, on est dans la prévention des risques, donc dans la prévention primaire, donc avant que le risque évidemment ne se réalise. Donc c'est sûr que si on a une pratique de télétravail très importante et qu'on sait que certains salariés travaillent dans des conditions qui sont dangereuses à terme pour leur santé, il est peut-être temps de lancer une enquête dans nos entreprises pour vérifier le niveau de confort des salariés, ne serait-ce que d'avoir leur vision à eux. Ça vous fera aussi un mode de preuve, c'est l'avocat qui parle, c'est un peu malheureux, mais pour montrer que vous n'avez pas laissé le sujet filer et que vous n'avez rien fait. Donc, c'est important qu'il y ait une remontée aussi des managers qui peuvent être informés que certains salariés travaillent dans de mauvaises conditions et qui ne remontent pas forcément l'information. Alors, il y a quand même le plan santé au travail qui diminue la frontière entre santé publique et santé privée. Donc, l'employeur est de plus en plus accountable de la santé de son salarié, mais pas uniquement dans le cadre du travail. C'est une prise en charge globale. La sécurité sociale et la médecine du travail fusionnent leurs dossiers également. Donc, on est dans une prise en charge totale de l'individu. Et on peut penser aussi que ça résulte du télétravail, de la modification de la manière de faire. Le salarié travaille aussi de chez lui, donc finalement, la santé, elle doit être prise en charge globalement. Donc, l'obligation de l'employeur sur la santé, elle est de plus en plus accrue et ça va aller crescendo. Donc, c'est quand même des points de vigilance à avoir. Tout à fait. D'ailleurs, toujours dans l'exemple comparatif France, pays anglo-saxons, aux États-Unis, ils prennent en compte les soucis financiers des collaborateurs qui peuvent avoir un impact sur la santé psychologique. Parce que quand on a un problème financier, forcément, ça impacte la santé et puis, dans la journée, ça impacte la performance et la productivité. Donc, ça peut effectivement aller très loin. Avant de clore, si vous aviez chacun un conseil à donner, l'assistance, quelle serait? Alors, moi, ce serait ne pas brûler les étapes dans un projet de transformation. Il y a autant de modèles hybrides qu'il y a d'entreprises. Donc, je reviens à mon point d'alerte initial. Il faut vraiment bien écouter ses collaborateurs, mais pas que. Il faut aussi bien comprendre quelle est la vision du leadership, la stratégie de l'entreprise, le pourquoi derrière ce projet de transformation pour aligner toute une organisation et garantir le succès d'un projet de transformation. Et l'accompagnement, en fait, il est fondamental et il est permanent. Il commence dans la compréhension des besoins donc du leadership, de l'entreprise, des collaborateurs, en amont des projets. Il se poursuit dans l'accompagnement, dans l'appropriation des nouveaux comportements, des nouveaux usages, et vous l'avez dit, faire travailler les managers, les collaborateurs ensemble, qui s'approprient cette charte du travailler ensemble, comment on va travailler demain, et il se poursuit après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces nouveaux environnements de travail physiques et virtuels qui sont mis à la disposition, ça ne veut pas dire que c'est terminé, c'est important de prendre la température régulièrement auprès des collaborateurs, des managers, pour s'assurer que tout va bien. Et puis d'identifier des axes d'amélioration et déployer des mesures correctives. Le changement, il est permanent, il est perpétuel et ça doit s'accompagner naturellement tout le temps. Voilà. Simplement,
si vous ne l'avez pas commencé, il faut le faire. Hein. C'est une formidable opportunité. C'est une formidable opportunité. Mais c'est en même temps une obligation pour toutes les entreprises aujourd'hui de se transformer. Mais c'est une formidable opportunité. Mais il faut couvrir tous les points que Céline a. On va terminer sur ce message très optimiste. Un grand merci à tous les trois et je vous souhaite une bonne journée.